échappées belles sont vertes, fleuries et parfumées cette semaine, puisque nous allons nous laisser porter par le charme des jardins anglais pour cette nouvelle balade. Et vous l'aurez compris, notre point de départ est Londres. À la fois romantiques et généreux, sauvages et originaux, naturels mais maîtrisés, les jardins anglais sont souvent conçus comme de véritables tableaux. Merci beaucoup à vous de m'accompagner pour ce nouveau voyage qui va ressembler à une flânerie poétique. Et pour commencer, direction un joyau botanique, Kew Gardens. Nous allons retrouver là-bas Jenny, qui est une passionnée des jardins, of course. « 80% des Anglais pratiquent le jardinage. On va aller récolter des haricots mange-tout. Vous savez ce que c'est? Tous les jardins sont différents. Chaque but a une forme différente, car c'est comme ça que je travaille. Alors ce jardin est devenu une sorte de cirque ou de zoo. Avant, cet endroit était malfamé. Il y avait de la drogue, des détritus partout. Mais depuis que les gens de la communauté se sont investis sur cette parcelle, tout le monde en prend soin. Mais ils ont un point commun. C'est la nature, cultiver, être à l'extérieur. C'est tout ça. C'est très important, vous savez. Ils font du bien. On discute, on s'échange des conseils. Les jardiniers amateurs forment une belle communauté, je trouve. De Londres à l'île de Wight, un tourbillon de verdure. Sur cette foire, on trouve tout ce qu'il faut, mais c'est principalement dédié aux plantes. On a de belles plantes locales et de l'outillage de jardin, des meubles et des éléments de décoration. Aujourd'hui, je vais prendre quelques tournesols, car j'ai l'intention de les cuisiner pour mon restaurant. Qui prend parfois l'accent du Sud. Si le Kent est surnommé le jardin de l'Angleterre, c'est parce qu'il y a une très grande variété de cultures qui peuvent pousser ici. Le charme des jardins anglais? Ça pourrait nous réconcilier définitivement avec les Anglais si tout le monde venait visiter les jardins. Cette échappée on ne peut plus verte et fleurie débute à Kew Garden, situé à l'ouest de Londres. Jenny, je te retrouve ici dans l'allée principale du Kew Garden. Je commence en beauté, parce que c'est un des plus beaux jardins de Londres. Oui, et c'est surtout un jardin botanique, un jardin du savoir. Kew est un endroit qui regroupe le savoir, les sciences et évidemment la beauté. C'est un moyen merveilleux de communiquer avec le public sur ce que l'on pourrait appeler la magie des plantes. Je disais qu'un jardin anglais, c'était un jardin sauvage, mais c'est bien plus que ça. Ce qui caractérise le jardin anglais, c'est son allure naturelle, sauvage, mais avec un certain contrôle. Et Kew est un jardin travaillé de manière très formelle, tout en laissant la nature s'exprimer. Est-ce qu'un jardin anglais, c'est un jardin poétique, romantique, artistique? C'est un peu tout ça? Tu sais, je pense que les Anglais ont depuis toujours une affection particulière pour les jardins. De nombreux auteurs très célèbres, comme Shakespeare ou encore Keats, le poète romantique, ont écrit sur la beauté et les plaisirs des jardins. Et ça fait partie intégrante de la culture britannique. Regarde Sophie, il fallait absolument que je te fasse découvrir cet incroyable palmeraie. Quand on pénètre à l'intérieur, on ressent immédiatement la moiteur d'une véritable forêt tropicale. Changement d'ambiance. Avec l'hibiscus, c'est beau. C'est un lieu magique. Cette palmeraie date de 1848. C'est un joyau de l'époque victorienne. Personne auparavant n'avait bâti de serre aussi majestueuse. Et pour couronner le tout, elle abrite une collection de plantes spectaculaires, extrêmement rares, et dont certaines ont même disparu à l'état sauvage. Et je m'attendais pas à trouver des bananiers. Oui, absolument. Et ils font partie des très nombreuses variétés présentes dans cette palmeraie, dont certaines sont extrêmement rares, au point même qu'il en reste parfois plus qu'un seul exemplaire au monde. Bref, ici nous avons la plus grande collection au monde de plantes vivantes regroupées dans un même jardin botanique.
c'est Elena, la jardinière du jardin potager. Bonjour Elena. This is Sophie. Nice to Sophie, Helena. Enchantée. Je suis très heureuse d'être ici parce que c'est un autre visage de Kew Gardens. À l'origine, le jardin anglais, c'est un jardin potager. Les jardins potagers sont très populaires en Angleterre et notamment dans les grandes propriétés en campagne. On aime y produire ses propres aliments, c'est également un signe extérieur de richesse. Ici, nous nous intéressons au passé, mais aussi et surtout au futur. Nous travaillons avec nos scientifiques pour prédire ce que nous mangerons d'ici 2040. Allez, allons jeter un œil à nos substituts de pommes de terre. Tout dans ce parterre pourrait être une alternative à la pomme de terre. Là, par exemple, ce sont des racines qui ont un goût citronné. Elles ne sont pas impactées par les maladies, elles poussent très bien et leurs feuilles sont également comestibles. Tenez, goûtez-moi ça. Comme leurs racines, elles ont un goût légèrement citronné. Ah oui, c'est surprenant. Ah oui, elles ont un très bon goût de citron, n'est-ce pas? C'est bon. Et puis il y a aussi le yacon, une espèce très intéressante. Tout comme la pomme de terre, ses racines sont assez grosses et ont un goût qui s'apparente à celui de la châtaigne d'eau. Elles permettent un bon rapport en calories, ce qui est très utile. Ce qui pousse très bien ici aussi, ce sont les fleurs. Certaines sont évidemment comestibles, comme la fleur de dahlia. Mais une de mes préférées, c'est la calendula, qui est très bonne pour la peau, mais qui a aussi très bon goût. Je vous invite à essayer. Merci, quel joli cadeau. Have a little try. Bon appétit. Passionnément, à la folie. Merci beaucoup. Ici, on a un élément qui va constamment attraper notre regard et c'est cette ruine qui permet d'avoir l'impression de contempler un passé très ancien. Le jardin à l'anglaise est un jardin poétique qui invite le promeneur à la rêverie. Dans la campagne du Kent, le jardin de Scotney Castle est un modèle du genre. Il attire les visiteurs du monde entier, dont de nombreux Français. C'est un vrai tableau, là. Ça mériterait d'être peint. On a l'impression que ça a toujours été là, que c'est pas travaillé par l'homme. Très joli. Ça habille bien les ruines. On a des petits coins qui permettent aussi de s'isoler, de contempler sous tous les angles. Et là, on change complètement d'ambiance en passant à l'ombre. À la différence du jardin français, taillé au cordeau et géométrique, les paysagistes anglais ont préféré une forme plus sauvage, où le travail du jardinier doit se faire le plus discret possible. Le jardin n'a pas de frontières, pas de barrières, et l'œil peut circuler librement. C'est des jardins où on peut avoir le choix entre l'expérience du beau, voir des choses qui sont agréables, paisibles, joyeuses, riantes, mais aussi parfois plus sombres. Et c'est dans ces sentiments forts que finalement le sublime s'exprime. Ma femme m'avait offert ce cadeau pour mon anniversaire, donc c'est un grand bonheur. Et ça pourrait nous réconcilier définitivement avec les Anglais si tout le monde venait visiter les jardins. Dans le Sussex, au sud de Londres, un manoir transformé en hôtel 4 étoiles tient une place à part pour tous les amoureux des jardins à l'anglaise. C'est l'ancienne demeure de William Robinson, un paysagiste du 19e siècle qui a révolutionné le jardinage en compilant ses idées dans plusieurs ouvrages devenus cultes. Sur les terres de son manoir, il a expérimenté de nouvelles techniques de maraîchage et d'horticulture. C'est ici qu'il a mis au point sa grande théorie du Wild Garden, le jardin sauvage, avec ses bordures mixtes, ses allées de fleurs à l'aspect champêtre qu'on retrouve désormais dans tous les jardins. Est-ce que tu peux t'occuper des asperges sur la bordure de gauche? Il faut nettoyer là-bas et je te rejoins. Aujourd'hui, c'est le maître jardinier Tom Coward qui entretient ce jardin extraordinaire selon les préceptes de son créateur. Ce sont des coquelicots californiens. Ils vont rejoindre une partie du jardin sauvage où ils pourront s'épanouir. Ils ont un bel orange cuivré,
qui va contraster avec le bleu qu'on a dans cette partie du jardin. Entretenir un jardin sauvage, ça a l'air facile comme ça. On laisse la nature en liberté, on donne de l'espace aux plantes. Mais en fait, c'est compliqué, car la différence est subtile entre un parterre de fleurs qui a l'air naturel ou qui a l'air désordonné. C'est assez ironique de travailler autant pour donner l'impression qu'on n'a touché à rien. Mais c'est ce qui fait un beau jardin d'après moi. Ça n'arrête pas de pousser. C'est du liseron des champs. Je passe ma vie à le combattre. William Robinson est arrivé au bon moment, juste quand la classe moyenne a émergé. C'était la première fois que les gens avaient du temps libre. Robinson l'a compris et il a décidé de rendre le jardinage accessible à tous. C'est lui qui a créé le hobby du jardinage. Robinson est mort il y a près d'un siècle, mais son héritage est toujours aussi florissant. Il a su transmettre sa passion à bon nombre de ses compatriotes, et pas seulement à la campagne. Jusqu'au cœur de Londres, les Anglais se passionnent pour le jardinage. Et chaque dimanche, le marché aux fleurs de Columbia Road attire une foule de jardiniers amateurs. On a de belles fraises aujourd'hui, 3 pour 5 livres. On est né avec la main verte. Mais c'est dommage, on n'a pas de jardin. Oui, malheureusement, les appartements sont petits à Londres. Alors on se rabat sur les plantes en pot et les aromatiques qu'on trouve ici. Avoir un petit jardin, c'est comme une oasis de paix, de calme, de méditation. C'est très thérapeutique. Il y a de nombreux bénéfices. C'est la nature, cultiver, être à l'extérieur, c'est tout ça. C'est très important, vous savez. Surtout dans un monde qui va de plus en plus vite. C'est devenu vital d'avoir un peu de verdure, tout simplement. En matière de jardinage, les Anglais ont su inventer leur propre style. Plus qu'un simple passe-temps, l'art du jardin est considéré comme un emblème national. Salut toi. Bonjour Sophie. Ah, une roseraie, c'est toujours un bel endroit pour se rencontrer. Bienvenue au palais de Blenheim. Merci beaucoup. Ah, j'ai profité des allées là avant de te retrouver ici dans la roseraie. C'est magnifique hein, le palais de Blenheim. C'est un peu votre petit Versailles. Oui, c'est un endroit magnifique. Et c'est un honneur d'être comparé à Versailles. Toi, tu es très attaché à ce lieu, mais tu n'es pas originaire d'ici. Non, je suis sud-africain. Je suis arrivé ici il y a 20 ans. Qu'est-ce qui t'a amené ici alors? En fait, c'est l'aviron. J'étais dans l'équipe nationale. On a participé aux Jeux Olympiques. J'ai beaucoup voyagé, j'ai même passé 2 ans en France. J'ai adoré. D'accord, c'est pour ça que tu me comprends très très bien en français. Merci. Et aujourd'hui, tu as un vrai amour particulier pour cet endroit? C'est vrai. Depuis mes 5 ans, je suis très engagé pour la cause des abeilles. Et on m'a demandé de venir ici pour explorer cette forêt très ancienne. Avec le changement climatique, ils pensaient que plus aucune abeille sauvage n'existait ici, dans les arbres. Et j'ai trouvé des nids, dans les arbres de cette belle forêt. Est-ce qu'on a une chance de pouvoir les observer
Oui, on a des bourdons et des abeilles. Ah là, regarde. Les voilà. Oui, ça y est, je les vois. Des abeilles, conservation, nature. C'est Churchill, là, cette sculpture? Tout à fait. Le Premier ministre anglais durant la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi il est ici? Churchill est né ici en 1874. Il adorait Blenheim. Il est enterré dans un village près du parc. On part d'un palais, mais il n'a rien de royal, hein, en fait, Blenheim. Non, pas vraiment. Le palais a été offert au duc après la bataille de Blenheim. Mais il ne fait pas partie du patrimoine de la famille royale. Alors là, on entre dans la forêt hein, du palais de Blenheim. Oui, il y a 2000 hectares de terre, dont 250 de forêts très anciennes avec des arbres de plus de 1000 ans. C'est la plus grande concentration de chênes en Europe. C'est ici que nous recherchons les abeilles sauvages, parce que les chênes offrent des cavités, des trous pour leur nid. Tu peux voir ici un nid en hauteur dans ce vieux chêne. On peut voir les abeilles entrer et sortir. Mais tu vas devoir grimper alors pour les observer. Oui. Good job. Thank you, merci. Les voilà. Donc là, elles ont fait un trou à l'intérieur de l'arbre, dans le tronc. Oui, il fait la moitié d'une ruche environ. Il va jusque-là, donc l'entrée est assez longue. Elle se creuse un nid. Tout le bois en décomposition va être mâché. Et si elles peuvent faire ça, c'est parce qu'elles ont de bonnes mâchoires. Elles vont donc créer un nid tout lisse et propre à l'intérieur du tronc. La reine commence à pondre les abeilles en hiver. Elle a besoin de beaucoup de pollen pour les nourrir. Et constater qu'elle retrouve comme ça cet habitat naturel, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Alors, Blenheim n'est pas un palais royal, mais il y a quand même une reine. Il y a une reine. Ces reines sont très spéciales. On pense qu'elles vivent à l'ancienne, avant que les sols ne reçoivent tous ces produits chimiques. Elles peuvent vivre 3 à 4 ou même 5 ans. Tu vas peut-être redescendre, c'est particulier quand même de te parler comme ça, toi perché tout là-haut, ça va être ton arbre. Je peux redescendre. Hello Sophie. Hello. Montre-moi ce que tu as vu là-haut. Voici la vidéo à 18 mètres de haut, dans l'arbre. Ah, t'étais vraiment proche en fait, hein? Oui, j'étais juste dessus, et je pense que ce sont les plus vieilles abeilles du parc. Et ce sont des abeilles mellifères? Oui, c'est une variété d'abeilles qui fait du miel. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité des abeilles devient de plus en plus foncée. Donc on s'éloigne petit à petit des espèces qui ont été introduites ces 100 dernières années. On revient enfin à l'espèce
d'abeilles originelles. Elles sont plus adaptées à la vie en forêt. Depuis 30 ans, on estime que près de 75% des insectes auraient disparu en Europe. C'est une tragédie. Du coup, nous allons perdre des oiseaux. C'est déjà le cas. Et avec l'évolution du climat, il faut réagir. Il faut reconstruire les campagnes, changer nos pratiques agricoles. Il faut revenir aux anciennes méthodes. Et quand on parle de 75% de disparition d'insectes, la réalité est probablement bien plus importante. Pourquoi tu les aimes tant, ces abeilles ? C'est ma façon à moi de rendre à la nature ce qu'elle m'a donné. Je veux montrer aux enfants, aux gens, à quel point ces insectes sont importants. Si je n'étais pas là, à grimper aux arbres et à faire tout ce travail, on pourrait perdre un trésor très précieux. C'est notre responsabilité de faire passer ce message. Je suis sûre que ton message va passer et il va se transmettre comme un vol d'abeilles un peu partout. Waouh, comme un vol d'abeilles. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Dans le sud du pays, la région du Kent est surnommée le jardin de l'Angleterre, car ses paysages verdoyants sont réputés pour leur fertilité. On y trouve toutes sortes de cultures, et notamment des champs de lavande donnant des airs de Provence à ce coin d'Angleterre. Cette variété de lavande est bien spécifique. Elle s'appelle la Folgate et elle a une très belle couleur bleu profond. Et les abeilles les adorent, elles n'arrêtent pas de tourner autour. C'est une variété qu'on coupe pour faire des bouquets de lavande fraîche ou de lavande séchée. Ce sont les parents de Lorna qui ont créé cette exploitation il y a une vingtaine d'années, profitant du climat idéal du Kent et de son terroir exceptionnel. Comme on peut le voir, on est sur un terrain légèrement vallonné. Et c'est très bon pour la lavande car le sol est drainé naturellement. Ce qui veut dire que la pluie ne va pas stagner sur les racines de la plante. Ces beaux bouquets qui viennent d'être cueillis vont être accrochés ensemble et on les emmène à la ferme pour les sécher. Quand on sèche nos bouquets de lavande très rapidement, cela permet de conserver leur couleur le plus longtemps possible. La lavande a été introduite en Angleterre par les Romains. Mais cette plante craint l'humidité. C'est donc ici qu'elle s'est le mieux acclimatée. Cette région est réputée comme un vrai jardin de cocagne. Si le Kent est surnommé le jardin de l'Angleterre, c'est parce qu'il y a une très grande variété de cultures qui peuvent pousser ici. C'est vraiment une terre très fertile qui a la réputation de faire pousser toutes sortes de fruits. Le Kent, mais aussi le comté voisin du Sussex, possède un plus grand ensoleillement qui permet également à la vigne de s'épanouir. Alors, comment ça se passe? Vous retirez les feuilles basses? La floraison ne va pas tarder, on dirait. On est en avance sur la saison. Cette culture est très récente en Angleterre. Ce domaine est l'un des plus vieux du pays, mais il n'a qu'une trentaine d'années. J'ai fait des études viticoles en Australie et quand je suis revenu au pays, j'ignorais complètement qu'on pouvait faire du vin ici. C'est assez excitant de participer à cette nouvelle aventure du vin anglais. À l'époque où on a planté ces vignes, tout le monde pensait qu'il serait difficile de faire pousser du chardonnay, du pinot noir ou du pinot meunier en Angleterre. On a été l'un des premiers domaines du pays à planter ces cépages, dans l'optique de faire un vin blanc effervescent. Les viticulteurs anglais ont choisi les mêmes cépages qui ont fait le succès du champagne. Et en utilisant la même méthode de fermentation, ils obtiennent un vin très similaire à notre champagne national. Certains pourraient crier à l'hérésie, mais le vin effervescent anglais a gagné en qualité et il est déjà arrivé qu'il détrône le champagne français lors de compétitions à l'aveugle. Bonjour. Bonjour. Ça va, Jim? Very well, thank you. Very well. Ça va, Louis? Ce succès récent a attiré de grandes maisons de champagne, qui sont venues planter leurs propres vignes dans le sud de l'Angleterre, comme ici dans le comté de Hampshire. On a une similitude avec la Champagne, notamment sur ce terroir du Hampshire, donc chez nous à Pingelstone. Si on creuse un peu, on retrouve vraiment la craie qui nous apporte cette minéralité et c'est vraiment ce qui nous a intéressés aussi en venant sur ce terroir-là.
C'est vrai qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais dit qu'on planterait des vignes en Angleterre. On verra ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas pour le moment, on est très confiants. Avec le réchauffement climatique, le sud de l'Angleterre voit ses paysages se métamorphoser sous des températures jamais vues auparavant. Entre Sophie, bonjour. C'est super de te voir. Il y a du thé prêt pour toi. L'accueil à l'anglaise, toujours avec le thé. Oui, avec la tasse de thé. Alors Marie, si je suis aussi contente de te rencontrer, c'est parce qu'un jour je t'ai vue dans un reportage, et puis quelques années après dans un documentaire qui s'appelle Demain, qui a fait le tour du monde, et tu parlais d'une initiative dont tu es à l'origine, qui est née ici, qui s'appelle Les Incroyables Comestibles. Il faut que tu me racontes cette extraordinaire épopée. Les Incroyables Comestibles sont nés en 2008, je crois. Ça fait déjà un bon moment. Je voulais vraiment créer de la gentillesse et de l'entraide au travers du jardinage dans les espaces publics. Et pas seulement faire du jardin pour nourrir les habitants, mais pour qu'ils se connectent à la terre, entre eux, qu'ils comprennent l'importance des saisons. Le but était de créer ce sentiment de communauté, parce que grâce à la beauté des plantes et de la nature, les gens se sentent bien dans leur cœur. Et c'est vraiment simple. Ça ne coûte pas grand-chose, n'importe qui peut le faire, et c'est d'ailleurs ce que les gens ont fait partout dans le monde. Je vois des photos de ta famille, là, sur la cheminée. Tout a commencé là, quand tu as éduqué tes enfants ? J'ai 13 petits-enfants, et c'est très important pour leur génération de faire amende honorable à la planète. Nous devons essayer de leur transmettre une meilleure terre. J'ai été la première à dire « N'importe qui peut venir dans mon jardin et prendre ce qu'il veut ». Il n'est pas peureux, ce petit oiseau-là. Un de mes meilleurs amis. On passe beaucoup de temps ensemble. Même dans un tout petit espace, tu peux faire pousser énormément de choses. Des herbes, de la menthe, la rhubarbe. Ah oui, bien sûr, on fait de la bonne confiture de rhubarbe. Et tu vois, ce que j'adore, c'est voir que quelqu'un est passé pour tailler ou se servir. Ça me réchauffe le cœur et ça me rend très heureuse. Ils ont mangé quelque chose. Génial. Et on peut même venir prendre quelques framboises alors. Oui, les gens adorent ça. Souvent, les habitants me demandent « Est-ce que c'est le bon moment pour planter ça ou ça ?» Les gens peuvent apprendre. Et puis, les gens peuvent aussi t'aider à arroser quand on voit que c'est trop sec. L'idée, c'est pas que tu fasses tout toute seule. Bien sûr, ils doivent venir et discuter. L'échange est un outil incroyable pour changer le monde. Et quand tu as commencé, est-ce que tu imaginais l'aura que ton projet communautaire aurait? Je n'ai jamais pensé à ça. Des Japonais vont venir la semaine prochaine et bientôt il y aura un film pour la Chine. C'est vraiment dingue. The incredible edible. It's incredible. Oui, vraiment incroyable. Bonjour! Bonjour, Mary. Elle ramasse des herbes pour cuisiner au café en face. La gentillesse, c'est aussi inscrit sur votre café. Oui, c'est le café lui-même qui est source de bienveillance, avec les gens qui parfois pourraient être laissés pour compte dans la société.
Car beaucoup de gens qui y travaillent sont en convalescence suite à une addiction à l'alcool, par exemple. Ça leur permet de se concentrer sur quelque chose de productif et c'est une opportunité pour se sociabiliser. Très belle initiative, mais qu'est-ce qui se passe ici, à Todmorden? Comment se fait-il qu'il y ait tant d'initiatives citoyennes? Le pouvoir des plantes, le pouvoir du jardinage. Et le pouvoir de la gentillesse. Oui, avec le partage, tu t'élèves. C'est ça, tu t'élèves. Je suis très heureuse d'avoir croisé votre route. Vous êtes toutes les deux de très très belles personnes. Merci, merci. On va faire un petit peu de route ensemble, mais j'ai un aveu à vous faire. Je ne suis pas très à l'aise avec la conduite anglaise. Le volant à droite, c'est pas trop mon truc. Donc, on va rouler doucement, hein. Slowly, slowly. Bonjour. Hi, Sheena. Ravie de te rencontrer. On a vu sur la chaîne de montagnes de Coniston. Je suis très chanceuse de pouvoir loger chez vous parce qu'ici, on est vraiment dans un bed and breakfast, les fameux B&B anglais, mais très chic. Oui, c'est tout à fait la maison de campagne anglaise traditionnelle. Ce jardin a été dessiné en 1909 par le jardinier Thomas Mawson. Ce paysage, avec le lac, inspire beaucoup d'artistes célèbres. Ces jardins sont magnifiques. À l'époque, c'était les débuts du chemin de fer et les gros industriels se sont fait construire des maisons de famille, car ils pouvaient y venir facilement. C'était un bel endroit pour passer les vacances d'été au soleil en famille. Il y a donc de nombreuses très belles maisons d'architectes dans le coin. Est-ce que de ma chambre, j'aurai la chance d'avoir une vue sur votre joli jardin? Ta chambre est juste là. Tu auras la plus belle vue. Je suis chanceuse. Allons-y. Laisse-moi te faire visiter un peu. Ici, c'est le salon où on dresse le thé. C'est joli. Si tu veux, quand tu seras prête, tu pourras venir en profiter. Oh, avec plaisir. Je pourrais te présenter les membres de ma famille. Merci, Sheena. Merci pour votre accueil. À tout de suite. Avec plaisir. À tout à l'heure. Sophie. Diana, ma mère. Bonjour Diana. Comment allez-vous? And this is Joe. Hello. And Kate. Mes sœurs. Et le véritable tea time anglais traditionnel. Oh là là, c'est magnifique tout ça. Est-ce que tu veux du lait? Forcément, j'ai envie de dire, non? On sert le lait avant. Comme le thé est bouillant, tu mets le lait froid en premier pour que quand tu verses le thé, il ne casse pas la tasse. Et voilà. Le sandwich au saumon fumé est super. C'est local, tout le monde en raffole. C'est vraiment un moment très agréable. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le plus beau moment de la journée, ce tea time? Ça, c'est certain. Surtout dans le temps, on dînait très tard, comme en Espagne. Aujourd'hui, on copie les Américains et on mange plus tôt.
Alors, vous qui avez un joli prénom de princesse, est-ce que vous savez si cette tradition du tea time, de l'afternoon tea, est une tradition royale? Bien sûr que la reine Elisabeth l'aime. Et Jo a même déjà préparé le thé pour elle. Ah bon? Qu'est-ce que tu as ressenti? Cette anecdote est incroyable. Oui, génial. Jo m'appelle et me dit « Maman, vite, donne-moi ta recette des scones. Vite, la reine attend, je tremble. » Et là, vous avez dit « Non, t'es folle, c'est pas vrai. » Je lui ai dit « Jo, tu sais les faire, ne t'inquiète pas. » Mais oui. On fait tout, même la marmelade. Je t'entends parler de la marmelade de ta maman. Médaille d'or de la marmelade. Est-ce que je peux goûter ça avec les scones? Jamais. Pardon? Jamais avec les scones. C'est seulement pour le petit déjeuner, jamais pour le thé. Oula, sacrilège. Attention, tu pourrais disparaître si tu demandes de la marmelade avec le thé. Très bien, je repose ça tout de suite. Alors, Diana, s'il vous plaît, vous pouvez regarder par là-bas, regardez. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas goûté votre marmelade, Diana. Je n'ai pas fait ça. Pardon, Diana. Il fallait que je la goûte. C'est fini, tu vas disparaître. À quelques kilomètres au sud des côtes anglaises, l'île de Wight est un territoire à part. Avec ses paysages grandioses battus par les vents marins, elle est un spot apprécié des surfeurs. Elle est aussi réputée pour son microclimat exceptionnel. Il fait plus chaud ici que partout ailleurs en Angleterre. Et les habitants profitent pleinement de cette douceur de vivre grâce aux dizaines de plages qui parsèment l'île. Ici, le climat est fantastique. C'est méditerranéen. Si on a du vent d'ouest, les falaises qu'on a au sud de l'île séparent les nuages. Et les nuages contournent l'île. Donc souvent, quand on regarde vers le continent, on voit qu'à Portsmouth, c'est très couvert. Alors que nous, on est en plein soleil. Sur la côte sud, la ville de Ventnor est l'endroit le plus chaud de l'île. À l'abri des vents, on y trouve même un jardin tropical unique en Angleterre où peuvent s'épanouir des espèces inattendues sous ces latitudes, comme des bananiers ou des agaves géantes d'Amérique du Sud. Avec 5 degrés de plus que le reste de l'Angleterre, ce jardin est considéré comme le plus chaud du pays. Et depuis le 19e siècle, les botanistes y introduisent toutes sortes d'espèces exotiques. Ces palmiers, ici, sont les premiers qui ont été introduits au Royaume-Uni. C'est le botaniste Robert Fortune qui les a offerts en 1860 comme reconnaissance envers ce microclimat remarquable. Certaines plantes qui poussent ici sont bien plus grandes et plus en forme que dans leur habitat naturel. Et c'est parce que notre climat diffère légèrement de la Méditerranée. On a beaucoup plus de pluie, surtout en hiver, et donc les plantes sont bien plus abondantes. En Méditerranée, elles seraient toutes sèches et rabougries. Mais les plantes les plus remarquables, ce sont ces immenses pouyas en fleurs, originaire de la cordillère des Andes. Cette plante ne fleurit qu'une seule fois tous les 10 ans. Et cet événement rare ne dure que quelques jours. Quand elle fleurit, la plante produit ses magnifiques tiges pour permettre aux oiseaux de se poser et de butiner son nectar, ce qui va disséminer leur pollen d'une fleur à l'autre. Mais sur l'île de Wight, les oiseaux anglais ne sont pas encore habitués à cette étrange plante exotique. Ce sont donc les agents du parc qui doivent se charger du processus de pollinisation. Racle bien avec le pinceau, Steven, pour récupérer le pollen et dépose-le dans une autre fleur. Cette technique permettra de récolter de nouvelles graines et d'enrichir encore les collections exceptionnelles du jardin botanique.
Ce climat hors du commun engendre également une grande variété de paysages et d'écosystèmes. Si bien que plus de la moitié de l'île de Wight a été classée comme réserve naturelle. Une aubaine pour tous les amoureux de nature qui peuvent randonner dans les prairies sauvages du centre de l'île. Oh, regardez derrière nous! Regardez l'oiseau de proie! Dave Fairlamb est un naturaliste. Il est venu s'installer sur l'île il y a 3 ans et il organise des balades à la découverte de la faune locale. L'île de Wight est un condensé parfait pour observer la nature. Les conditions météo sont idéales et l'île totalise 800 km de sentiers. Donc on a accès très facilement à une multitude d'habitats. Oh, la libellule, regardez! C'est une libellule bleue avec des rayures noires. L'île de Wight abrite également l'une des zones humides les plus vastes du pays, qui forme une immense réserve ornithologique. Dave aime venir s'y promener en fin de journée pour observer les oiseaux. On peut voir des cormorans qui nichent ici en colonie dans cet arbre. Ils sont installés là depuis une trentaine d'années. Et dans les roseaux, on trouve des hérons et des aigrettes. L'île de Wight possède une situation idéale dans la Manche, juste au milieu de la côte sud. Cela en fait un lieu très important pour les oiseaux migrateurs sur la route de l'Afrique. Cette île est un endroit formidable pour tous les amoureux de la nature. À seulement 6 km des côtes anglaises, l'île de Wight est un monde à part, où flotte un parfum d'exotisme. Un refuge en pleine mer pour échapper aux caprices du climat britannique. Bonjour Andrew. Bonjour. Comment vas-tu? Ravi de te rencontrer. Alors en venant ici à Pickering, Andrew, je fais un petit pas de côté dans ma découverte des jardins anglais, parce que je crois que c'est une belle aventure à vivre avec toi. La nature est mon jardin. Et je vais t'emmener à la découverte des plantes. Tu verras que certaines plantes que tu peux prendre pour des mauvaises herbes sont en fait très utiles et bénéfiques. On est dans le magasin de tes parents, dans lequel tu travailles aussi. Oui, c'est une entreprise familiale. Et même si mes parents ont l'âge de la retraite, ils adorent leur travail. Et on a de la chance de passer du temps ensemble, c'est merveilleux. On est prêt à y aller? Carrément. Le parc forestier est littéralement à 5 minutes de la maison. Les gens peuvent profiter de ce magnifique environnement pour faire du vélo, des pique-niques et faire du bushcraft. Bel endroit. Tu peux voir des épicéas, des conifères et des bouleaux argentés. Le bouleau argenté est un arbre fantastique grâce auquel on peut faire plein de choses. Du feu, de la nourriture, des abris. Madame. On va disparaître tel des renards. Notre première trouvaille. Regarde, tu la reconnais? Ah bah oui, des petites fraises des bois. Super. On commence par le dessert.
C'est bon, on va pas mourir de faim. Oui, mais par contre, Sophie, tu regardes seulement et tu me demandes avant d'en manger, car certaines peuvent t'empoisonner. Ok. Ok, chef. Voilà notre camp pour la nuit. Le grand luxe. La première chose à faire, c'est son abri, parce qu'on ne sait jamais, surtout en Angleterre, quand le temps va changer. Même s'il fait beau en ce moment, il peut pleuvoir ce soir. Et je préfère que nous restions au sec. C'est gentil, merci. Il faut aussi bien regarder au-dessus de ta tête si rien ne peut te tomber dessus pendant la nuit. Et on n'a plus qu'à trouver un bon emplacement pour nos couchages. Entre celui-là et celui-là, là, ça va? Il est un peu branlant. Je pense qu'ici, c'est bien mieux en termes d'espace. Tu as déjà dormi dans un hamac? Oui, j'adore. Moi, ça me berce, après je dors comme un bébé. C'est une superbe expérience. Ton hamac pour la nuit? Merci, monsieur. Et le toit? Oh, merci, monsieur. Je te fais un câlin, là. Un peu plus haut? Ouais, enfin, je vais faire ce que je peux, hein. Je suis à mon maximum, là. C'est bon. Et voilà ta chambre. C'est royal. Merci. Une fois assis, tu ne veux plus te relever. Ici, en bordure de chemin, au pied des arbres, il y a de multiples espèces de plantes. Ça, tu peux goûter. Ok, ça se peut. Un petit goût de pomme? Ah oui. Quelqu'un d'autre est venu grignoter ici. Là, c'est la table d'un écureuil. Ah, c'est drôle. Et voilà leur festin. La plupart de nos ancêtres ont grandi dans les bois. Et pour pouvoir marcher dans les bois, faire partie de cette histoire, lire cette histoire, je suis surexcité, c'est très émouvant. Voici des orties. C'est plus une plante médicinale qu'une plante alimentaire. Si tu as un accident, tu peux te faire un cataplasme avec les feuilles qui possèdent des propriétés antibiotiques et antifongiques. C'est un plâtre guérisseur. Bon, je garde quelques feuilles au cas où je me blesse. Ça, c'est une digitale pourpre. Normalement, il y a une grande fleur. Juste une de ces feuilles peut nous tuer, toi et moi. Juste une. C'est très venimeux. Mais à l'inverse, grâce à cette plante, nous faisons des médicaments pour les malades qui souffrent de problèmes cardiaques. Elle ralentit le cœur. Malheureusement, si tu mangeais une feuille entière, ton cœur ralentirait au point de s'arrêter. Ok, j'espère qu'on va rester copains et que tu me feras pas une tisane avec cette plante. Jamais, ne t'inquiète pas. Si je peux t'aider, tu me dis, hein, Andrew. Je voudrais pas t'embêter, tu as l'air bien installé. Mais si tu veux que je te montre comment faire du feu... Merci. Ok. On va pas manger tout de suite avec moi. Hein. Yes. Yes. Bien joué. Il y a un dicton anglais qui dit « Si tu veux te reconnecter avec la nature, regarde-toi dans un miroir ». Nous sommes la nature. Trouver sa place dans l'écosystème, c'est important. Nous en faisons partie et si nous détruisons cela, nous nous détruisons nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle il faut la protéger, cette nature. Exactement, c'est ce qu'on enseigne. Merci Andy de m'avoir fait vivre cette expérience. Ça a été avec grand plaisir. Tu as été une super élève. Le jardinage est parfois plus qu'un simple passe-temps. Pour beaucoup d'Anglais, il est même devenu une vraie passion. C'est le cas de Charlotte, une artiste peintre qui a toujours été sensible à la beauté des paysages qui l'entourent.
J'aime peindre très rapidement. Pour celui-là, je me suis assise dans ce magnifique décor automnal, face à ce tunnel d'arbres. Ça fait partie de ma vie, de mon quotidien. Observer la nature, c'est très réjouissant et ça me transmet beaucoup d'énergie. Mais l'œuvre qui lui a demandé le plus de soin, c'est son magnifique jardin qu'elle a conçu comme un tableau à part entière. Cela fait 40 ans qu'elle y travaille. Elle s'est découvert une passion pour l'art topiaire, c'est-à-dire la taille des buis qu'elle modèle au gré de son inspiration. Chaque buis a une forme différente, car c'est comme ça que je travaille. Je ne suis pas douée pour l'uniformité. Alors ce jardin est devenu une sorte de cirque ou de zoo. Avec un tableau, tu peux peindre rapidement. Mais avec un jardin, il faut être patient. Et tu ne peux pas le maintenir figé. Il est constamment en train de changer. Bonjour Jane. Ah, bonjour Charlotte. Charlotte a choisi de partager sa passion en accueillant des élèves qui viennent se former au charme délicat de l'art topiaire. Aujourd'hui, c'est Jane, une voisine, que Charlotte va initier au maniement du sécateur. Sur cet oiseau, tu pourrais faire un essai? Tighter. C'est pas trop mal. C'est assez plat? Oui, mais utilise la cisaille comme ça. Et par là aussi. C'est très thérapeutique. On se laisse emporter complètement. Il n'y a plus que toi et les oiseaux qui t'entourent. C'est surtout une question de pratique. Il faut prendre confiance en soi. Et surtout, il faut avoir de bons outils. C'est des combinaisons sans fin et des possibilités sans fin. Et ça te maintient en forme. Que tu sois jeune ou vieux, ça te maintient en bonne santé. En Angleterre, certains jardins privés sont si beaux qu'il est possible de les visiter lors de journées portes ouvertes. Suzy et Mark font partie de cette élite du jardinage amateur. Et ils ont pu rejoindre le National Garden Scheme, la fondation qui chapeaute ce réseau des plus beaux jardins privés. Il y a 3000 jardins privés dans tout le Royaume-Uni qui ouvrent leurs portes au public. Et ça existe depuis 95 ans. Les gens viennent, ils visitent le jardin, on leur offre une tasse de thé et l'argent qu'ils nous donnent sert à financer des œuvres de charité. Aujourd'hui, c'est un groupe d'une quinzaine de personnes âgées qui est venu passer quelques heures dans le jardin de Suzy et Mark. Bonjour, merci d'être venus. Leur ticket d'entrée sera intégralement reversé à des œuvres caritatives comme l'Association pour la lutte contre le cancer. Si messieurs, dames veulent commencer la visite, on espère que ces arbustes que nous avons plantés vont recouvrir tout le mur. Par ici, je vais vous emmener voir notre nouveau bassin. On a même un crocodile. Quand ils ont emménagé ici, il y a 10 ans, c'était envahi par la végétation. Donc c'est 10 ans de travail pour obtenir ce résultat. C'est merveilleux. Même si notre jardin est plus petit, ça nous donne des idées pour les essayer chez nous. C'est très agréable de faire découvrir cet endroit qu'on a créé. On discute, on s'échange des conseils. Les jardiniers amateurs forment une belle communauté, je trouve. C'est à la myrtille et au citron. Une tasse de thé avec votre gâteau? Dans toute l'Angleterre, ces visites de jardins privés sont un vrai succès et permettent de récolter environ 3,5 millions d'euros chaque année. D'une manière générale, et dans tout le pays, on assiste à un véritable engouement pour le jardinage. Et régulièrement, tous ceux qui ont la main verte se retrouvent lors de grandes foires commerciales. Comme ici, dans le parc du manoir de Stansted, transformé en paradis du jardinier amateur. Hey Sean, c'est tout ce qui te reste? Salut Peter.
Jane est l'organisatrice de cet événement qui attire chaque année plusieurs milliers de personnes pendant 3 jours. Sur cette foire, on trouve tout ce qu'il faut. Mais c'est principalement dédié aux plantes. On a de belles plantes locales et de l'outillage de jardin, des meubles et des éléments de décoration. Les jardiniers forment une immense communauté. Quand ils se rencontrent, ils peuvent parler de jardin pendant des heures. Ils ne s'arrêtent jamais. Il existe aussi beaucoup de clubs de jardiniers. D'après les statistiques officielles, 80% des Britanniques possèdent un jardin. C'est 2 fois plus qu'en France. Et depuis les périodes de confinement, ils ont redoublé de passion pour le travail de la terre. Ça va aller dans mon jardin. On vient ici tous les ans. Oui, depuis 5 ans. C'est super. Des bijoux, des vêtements, des plantes. Que demander de plus? Depuis le confinement, les Britanniques ont plus de temps pour acheter des plantes et s'intéresser au jardinage, avoir un potager comme ça se faisait autrefois. C'est cyclique. Maintenant, les gens reproduisent ce que faisaient leurs parents et leurs grands-parents. Cette passion pour le jardinage est profondément enracinée en Angleterre. Le jardinier amateur y est une espèce à croissance rapide et ne cesse de se propager. Annabelle, regarde. Voilà ce que j'ai choisi. Très belle. Ce sont des aquilées. On va choisir d'autres fleurs pour pouvoir composer un bouquet. Avec plaisir. Cet endroit est merveilleux. Avec ce soleil, il est sublime. Nous avons 9 grandes jardinières pour les fleurs à couper. Et on plante de plus en plus de fleurs que les abeilles apprécient. Nous avons aussi une roseraie devant. On s'est agrandi et la plupart sont des fleurs sauvages. Oui, parce que tes petites assistantes, ici, ce sont les abeilles. Il faut prendre soin d'eux, ces insectes, que ce soit les coccinelles, les vers de terre. Ils jouent tous un rôle essentiel dans l'épanouissement d'un jardin. Tous les insectes sont très importants. Nous essayons au maximum de favoriser la vie sauvage et c'est un plaisir de venir chaque jour dans le jardin. Nous avons véritablement commencé à développer le jardin il y a 8 ou 10 ans pour mon travail, pour mes ateliers ou pour des bouquets de mariage par exemple. Tu en prends vraiment soin, c'est ça le secret pour avoir un beau jardin. C'est un travail à plein temps. Mais le plus merveilleux, ce sont les saisons. Parfois, en voyant une fleur, je me dis « Cette nigelle, c'est ma fleur préférée. Elle est si belle, ce dégradé de couleurs, sa texture au centre. » Et puis une nouvelle floraison arrive et je me dis « Non, c'est celle-ci ma préférée. » Est-ce que c'est le fruit du hasard ou est-ce que c'est quelque chose de très maîtrisé? C'est un peu des deux. On a un projet. Cet espace, par exemple, devait être blanc cette année. Mais la nature a pris le dessus. Je n'ai pas planté les coquelicots, ça s'est fait tout seul. C'est quand même très joli, mais ce n'était pas prévu. On a toujours des surprises. Elles sont belles les fleurs ici aussi. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ton atelier. Oh, j'adore. J'ai beaucoup de chance. C'est un atelier d'été comme d'hiver. On a donc beaucoup de fleurs séchées. Sophie, je vais composer un bouquet de fleurs champêtres pour une dame qui viendra le chercher tout à l'heure. D'accord. Peut-être que tu pourrais fabriquer une boutonnière avec les fleurs qui sont sur la table? Très bien, je suis ton élève. Je recherche différentes textures, différentes couleurs et des hauteurs variées pour ma composition. Et les tons doivent être en harmonie.
J'ai commencé mes ateliers car beaucoup de gens s'intéressent aux fleurs. Pas seulement les fleurs, mais l'endroit où elles poussent. On peut se promener et apprendre des choses sur les différentes variétés de fleurs, les meilleures conditions pour chacune. Et pendant cette balade dans le jardin, chacun pense déjà aux couleurs qu'il veut associer. Certains aiment beaucoup les bouquets naturels ou très colorés, d'autres plus sauvages ou plus classiques. Et qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer? Avant les fleurs, j'étais professeure de sport. Ensuite, j'ai voulu changer et je suis devenue kinésithérapeute. Et puis les fleurs ont pris le dessus, comme tu peux le voir aujourd'hui. Mais je ne peux pas m'arrêter là. Je voudrais utiliser leurs nombreuses vertus et les intégrer dans des ateliers thérapeutiques. Quand on est dans un jardin, on sent toutes les odeurs, du sol aux fleurs. On entend les oiseaux et arrive ce moment où tu décroches totalement. C'est essentiel pour ton bien-être. Certains en prennent conscience. Il y a une vraie thérapie possible avec les fleurs? Oui, il y a eu beaucoup de recherches sur le pouvoir des fleurs. Certains médecins généralistes étudient l'idée de prescrire des fleurs à leurs patients contre l'anxiété et pour la détente. C'est dans cette idée que j'aimerais recevoir des groupes pour passer une journée dans le jardin, une fois par semaine ou une fois par mois. C'est la prochaine étape. Tu vois, rien que d'être là avec toi, de discuter en faisant ce bouquet, c'est tellement agréable. Et tu vois ton œuvre se dessiner. Il est joli? Oui, très joli. Il est vraiment mignon. J'ai bientôt terminé le mien. C'est superbe. Très joli. Bonjour. Bonjour. Il est magnifique. Absolument, elle va l'adorer. C'est un bouquet pour quelle occasion, madame? C'est pour le 40e anniversaire de ma belle-sœur. Elle adore les plantes et les fleurs, mais pas les bouquets classiques que l'on trouve partout. Quand j'ai vu les bouquets d'Annabelle sur Instagram, j'ai adoré. Et ce sera parfait pour l'anniversaire de ma belle-sœur. Le voici. Profitez-en bien. Oh, c'est certain, merci. Les coquelicots ne tiendront pas longtemps, mais tout le reste, oui. Merci. Bonne journée. Au revoir, madame. Bonne journée. Au revoir. Sophie, j'ai une amie qui est venue aujourd'hui. Elle fait des impressions végétales sur de la soie ou du coton. Et la voilà. Il n'y a pas que des abeilles qui travaillent dans ton jardin, il y a aussi des artistes. Oui, nous avons une artiste. Nice to meet you. Bonjour. Caroline. Je suis curieuse que tu me montres. Je viens de finir de préparer le tissu. Il a trempé dans un mélange avec un peu de cuivre et de fer, ce qui permet aux feuilles de marquer le tissu. Il est prêt. On va le mettre bien à plat. Alors, je vous ai apporté différentes feuilles. Ce qui marche très bien, ce sont les feuilles de mûre, car elles ont des petits pics sous les feuilles qui traversent le tissu et laissent une belle empreinte. Certains arbres aussi, comme les chênes, les noisetiers. En revanche, les hortensias marquent mieux sur le papier que sur le tissu. Vous pouvez essayer, retirer quelques petites pétales pour l'expérience. On est là pour essayer, c'est ça, on va essayer. Oui, en fait, tu laisses un peu libre cours à ton imagination à chaque fois. Oui, on s'amuse, on expérimente. Souvent, je brode mes tissus par-dessus pour faire des coussins. Mais ça sent bon, ça. Tu veux l'enrouler? Fais attention aux épines. Relâche ton dos. Je les mets à la vapeur pendant 20 minutes. Et voilà. On va pouvoir les découvrir maintenant. C'est le moment magique. Il faut les dérouler doucement. Ensuite, tu peux retirer les feuilles. J'ai envie de voir la surprise. Oh, que c'est beau. C'est incroyable. Regarde. Ouais. Oh, wow. Superbe. Et voilà. Lovely. C'est sublime. Ouais, c'est très beau le résultat. Merci beaucoup pour cet atelier. J'ai adoré. Bravo à toi. Merci d'être venue, Caroline. Ils sont très beaux.
On va bientôt commencer, les gars. 3, 2, 1, go! C'est un rituel. Chaque samedi matin, les membres de ce club de natation viennent s'affronter dans le lac de Hyde Park, le plus célèbre et le plus grand parc de Londres. Le club a été créé en 1864 par l'auteur de Peter Pan, qui nageait dans le lac. Donc on a beaucoup de très bons nageurs de longue distance. On a aussi plein de gens qui viennent nager juste pour faire de la brade, profiter des oiseaux et des arbres. On a littéralement de tout. 23, 24, 25, 26. C'est une course avec un calcul de handicap. Donc les plus lents partent les premiers et les plus rapides partent à la fin. C'est un bon concept. Pour cette course, les nageurs doivent parcourir 800 mètres dans le Serpentine, ce grand lac artificiel au cœur de Hyde Park. Principale difficulté, éviter les collisions avec les canards et les cygnes qui occupent les lieux. Je suis arrivé 4e, je pense, ou 3e. J'aurais bien aimé avoir la coupe, mais ça sera pour une autre fois. Cette fois-ci, Laure s'est fait damer le pion par Robin, 80 ans. Les baignades répétées à Hyde Park agissent sans doute comme une cure de jouvence, car ce parc a quelque chose de magique. Avec ses 250 hectares de verdure en plein cœur de la capitale, Hyde Park est le plus ancien parc de Londres. Ancienne réserve de chasse pour la famille royale, il fut ouvert au public au XVIIe siècle. Cela fait ainsi plus de 400 ans que les Londoniens profitent de ce poumon vert pour faire du sport ou se détendre et oublier le stress de la grande ville. Si tu veux t'évader, tu as ce qu'il faut. La roseraie, le lac, les jeux pour enfants, les terrains de foot. C'est formidable d'avoir ça en pleine ville. On est vraiment privilégiés. Hyde Park est aussi un paradis pour nos amis à quatre pattes qui supportent mal l'exiguïté des appartements londoniens. Les dog-sitters professionnels comme Fabian ont fait de ces pelouses leur bureau à ciel ouvert. Quand j'étais gosse, je connaissais Hyde Park, parce que tous mes groupes de musique préférés venaient jouer ici. Mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour je travaillerais dans cet endroit. C'est mon ami Jessie. C'est un endroit formidable. C'est très tranquille, on peut se balader comme on veut avec nos chiens. Et Fabian, c'est un dog-sitter formidable. J'ai déjà fait appel à ses services et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Ciao Jessie. C'est incroyable d'être au cœur de Londres et d'avoir un endroit aussi paisible. Tu es en contact avec la nature en plein centre de la capitale. Tu n'as même pas l'impression d'être en ville. Et regardez les chiens comme ils sont heureux. Le parc est un vaste refuge pour toutes sortes d'animaux. Les écureuils y ont élu domicile, ainsi que des perruches vertes qui se sont acclimatées à la température londonienne. Et dans une catégorie plus imposante, le cheval est particulièrement bien représenté. Car à proximité de Hyde Park, on trouve deux écuries qui permettent de pratiquer l'équitation en plein cœur de la ville. Annie, une Française installée à Londres, en profite chaque week-end. Oui, alors quand je suis arrivée à Londres, je ne pensais pas du tout qu'au milieu du parc, on pouvait monter à cheval comme ça. Prepare to walk. Donc ce fut une grande surprise. Hi, how are you doing? On est à côté de Buckingham Palace. Donc il y a la cavalerie, quand il y a la garde qui est changée et qui va à Buckingham Palace, ça vient d'ici. Donc il y a quand même un très gros héritage équestre ici. D'ailleurs, c'est incroyable qu'on puisse continuer à monter à cheval au milieu de Londres au XXIe siècle. Chaque dimanche, la tranquillité de Hyde Park est interrompue par des discours enflammés. Il s'agit du Speaker's Corner, le coin des orateurs. Un espace consacré à la liberté d'expression où n'importe qui peut venir crier sa vérité. Autrefois, c'est ici qu'on exécutait les condamnés à mort. Ils avaient tous le droit de s'exprimer avant d'être tués. C'est pour ça que cette tradition existe. Et si tous les thèmes sont abordés, c'est tout de même la religion qui domine les débats.
Yahushua est le vrai nom du Messie. On est là pour le dire au monde entier. Jésus n'est pas son vrai nom. Il faut que tout le monde le sache. Plus bas la pancarte, s'il vous plaît. Si j'ai une bonne idée, j'ai le droit de le dire. Et si quelqu'un pense qu'il a une meilleure idée, il peut le dire aussi. Tant que ça reste de la discussion, il n'y a pas de problème. Mais si ça s'envenime trop, la police peut intervenir. On trouve de tout parmi les orateurs et même un antinataliste qui a trouvé sa solution à la surpopulation mondiale. On peut très bien avoir un rapport sexuel sans éjaculer. Hyde Park est un concentré de la société londonienne. On y retrouve le charme d'un jardin à l'anglaise, mais aussi cette extravagance toute britannique. Ne perdez pas le contrôle de votre arme de destruction massive. L'éjaculation, c'est pour les nuls. Good morning, hi. Est-ce que vous pouvez me déposer, s'il vous plaît, au marché aux fleurs de New Covent Garden? Oui, c'est de l'autre côté de la Tamise. On va traverser le pont. C'est de la lavande des nata. Elle a un beau feuillage crénelé. Tu ne me l'as jamais montré celle-ci. C'est nouveau? Bonjour Pascal, comment ça va? Ça va, la forme? Bonjour, très bien, bonjour. Bonjour Sophie. Sophie, enchantée. Nice to meet you. Enchanté. Ça sent très très bon. Ah oui, bah, hey, Ouais. la lavande. Ah, incroyable cette odeur. La lavande de Super. nata. J'apprends quelque chose et comme je fais en ce moment un nouveau dessert, un nouveau fromage avec un gel de lavande, c'est un camembert en espuma avec un fudge, un caramel mousse salé. Et là donc je vais utiliser la lavande. Oui, non, parce que c'est bien un chef que je viens rencontrer, c'est pas un fleuriste. Oui, hein. oui, on peut s'y méprendre. C'est ça. Présente-moi ton ami. Bah, Brian, c'est quelqu'un que je connais depuis 24 ans, depuis que je suis à Londres. Puis on a fait beaucoup d'événements ensemble. Et puis on a gagné des trophées ensemble aussi. Et voilà, donc on est potes. Pascal a pour habitude de toujours vouloir mettre la barre plus haute. Il donne tout. Merci Brian. Merci. Au revoir. On y Ciao. va Pascal. Au revoir. Nice to meet you. Nice to meet you too. Toi, quand tu vois des fleurs, tu ne les imagines pas seulement dans des vases, mais aussi dans l'assiette. Oui, ben là on va rechercher donc, des tournesols. Oui, parce que toutes les fleurs qui sont ici ne sont pas forcément comestibles. Pas du tout, non. Ça par exemple, l'hortensia c'est pas comestible. Mais c'est beau, mais c'est pas comestible. Ici voilà, là on a du tournesol. Donc. Alors, qu'est-ce que tu choisis alors particulièrement, les petites ou les grandes? Non, je vais prendre les gros. Ce qu'on va utiliser, c'est en fin de compte, c'est cette partie-là, qui est un peu comme un artichaut en fin de compte. C'est un joli artichaut, et c'est plus puissant en goût. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Bien. Good morning. So you know what? I'm going to buy. Aujourd'hui, je vais prendre quelques tournesols, car j'ai l'intention de les cuisiner pour mon restaurant. Vous avez déjà goûté? Seulement si c'est lui qui les cuisine. Bah moi c'est pareil, je ne vais goûter que si c'est lui qui cuisine. Tu m'emmènes où là maintenant Pascal? Chez notre marchand de fromage. Regarde la vitrine comme c'est. Ça donne envie déjà. C'est magnifique, ouais. On a envie de rentrer, hein? Non Ça sent bon, hein? Ah, ça sent super bon. Hey, comment allez-vous? Super bien et vous? Bien, merci. Il y a l'embarras du choix hein, dans votre fromagerie. Il y a du monde. Nous avons environ une quarantaine de fromages différents et nous proposons plusieurs types d'affinage pour la plupart d'entre eux. Et alors comment les clients font-ils pour s'y retrouver dans tous ces fromages anglais? Ce qui est chouette dans notre boutique, c'est que nos clients sont invités à goûter nos fromages avant de faire leur choix. Bon, je vais vous faire goûter quelques-uns de nos fromages anglais. Ils sont même peut-être meilleurs que les fromages français. Attention à ce que vous dites. Ok. Donc là, nous avons le Tunworth, qui est une sorte de camembert. Goûtez-le. Merci. Thank you so much. Oh, c'est très fin, très bon. Comme un bon camembert maturé. Maintenant, je vais vous faire goûter le Stitch Tilton, une sorte de bleu. Bah, je préfère celui-là. Hein.
La texture est superbe. Il est plus granuleux. Il est plus puissant. C'est ça. C'est puissant. Comment il s'appelle déjà? Stitchleton. Wow, ça c'est compliqué. Hein. Ah là là, Stitchleton. Exactly, perfect. I love it. J'adore. Très bien, on prend les deux alors. On prend deux. Thank you. You're welcome. Bonne journée, au revoir. Thank you Miranda. Bye bye, merci, ciao. Là, on arrive dans ton quartier, Pascal. Ouais, et on passe par un petit chemin dérobé, j'adore. C'est un, voilà, tu vas voir, c'est un petit cimetière qui est là en plein milieu, qui s'appelle Bunny Hill Field. C'est original comme raccourci. Ah oui, mais c'est un bon raccourci, mais c'est surtout que je collecte des petites plantes entre les stèles. Et bon, là, c'est l'été, donc c'est un peu brûlé parce qu'il fait tellement chaud. Des petites plantes sauvages qui poussent comme ça. Mais ça se fait pas dans un cimetière. Bah, de toute façon, ils sont tranquilles, hein. Oui, c'est vrai qu'on dérange personne. Hein. Et puis il y a de l'engrais. Oui, arrête. Bon, voilà, mais j'adore cet très endroit. Original. C'est surtout qu'en plus, on est en plein cœur de la City, le quartier des affaires. Ouais. Hein, et il y a cet endroit comme ça, un peu hors du temps. On ne prend pas comme un cimetière, les gens se reposent, mangent, font lisent, travail. Travail. Voilà. Et c'est super joli. Donc, on rentre? Ah bah s'il te plaît. Allez. Le Club Gascon, nous voilà chez toi. Avant d'aller en cuisine, on va faire un petit final bouquet. Oui. Tu veux bien? Ah bah avec plaisir. Allez. C'est chic chez toi. Hein. Ah bah merci. Il fait bon là, c'est frais. Alors comme tu vois, j'ai fait un bouquet tricolore cette semaine. Donc voilà, bah, on va bientôt passer en cuisine. Hein. J'ai fini la dernière touche du bouquet. Alors voilà, on va se lancer dans la recette. On y va. Je pète comme un artichaut. Ok. Pascal, j'ai trouvé les plantes aromatiques dont tu avais besoin. J'espère que je me suis pas trompée. Hein. Bien joué. On a l'origan, le thym et le romarin. Alors je commence, tu me les donnes au fur et à mesure. Une fleur dans l'assiette. Voilà le tournesol réinventé du chef au Signac. Exactement. Je rajoute un peu de sauce, comme ça. Et là, je crois qu'on peut goûter, non? On y va, chef. Super. Tu m'installes? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que tu as préparé, là? Donc là, j'ai préparé une émulsion au camembert anglais. Donc on a un fromage transformé façon dessert et l'ensemble est vanillé. Ok. Voilà, le fil rouge des jardins, de la cuisine végétale. Et puis comme voilà, ce matin on était au marché, il y avait les tournesols. Je dis tiens, faisons un tournesol dans l'assiette. C'est très bon et c'est très surprenant ce qu'il y a sous le dôme. Hein. Oui, alors donc on a une pulpe de fenouil, un fenouil confit un peu anisé. Qui a été enveloppé dans un gel qui peut être réchauffé, un gel au safran. La French Touch est dans l'assiette. Donc l'expérience culinaire, ça se passe ici. Hein. Oui. Je me lance? Allez. Donc c'est un fromage en émulsion. Delicious. Merci, chef. Avec plaisir. Avec 9 millions d'habitants, Londres est la ville la plus peuplée d'Europe. Et sans doute aussi la plus dynamique. Mais partout dans la capitale se nichent des petites poches de verdure, discrètes, que les Londoniens apprécient pour le calme qu'elles procurent. Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, il fait très chaud, alors il faut bien arroser les arbres et aussi les herbes et les fleurs. On peut faire un peu de cueillette, mais les cerises sont encore un peu acides. Dans le quartier de Brixton, les habitants viennent une fois par semaine pour bichonner ce petit verger où l'on trouve une trentaine d'arbres fruitiers et une grande variété de baies comestibles. Elles ne doivent pas devenir rouges? Non, pas celles-là, elles sont déjà mûres. Goûte pour voir. Oui, elles ont commencé à mûrir.
Je suis bénévole ici et je viens tous les jeudis sur ma pause déjeuner pour participer. Et ça fait du bien de quitter son bureau et l'ordinateur et passer 2 heures dans la nature. C'est vraiment relaxant de faire ce genre d'activité. C'est bon pour le mental. Je nettoie, j'arrache les mauvaises herbes qui peuvent tuer les plantes. Regarde tout ce que j'ai ramassé, rien que sur ce petit espace. Ce verger a été conçu par une association afin de créer du lien social entre les habitants du quartier. Le jardin n'est pas clôturé. Il est donc accessible de jour comme de nuit, et tous ceux qui veulent venir y cueillir des fruits sont les bienvenus. Avant, cet endroit était mal famé. Les gens venaient boire, il y avait de la drogue, des détritus partout. Mais depuis que les gens de la communauté se sont investis sur cette parcelle, tout le monde en prend soin. Et comme vous pouvez le voir, c'est très propre et très verdoyant. On invite tout le monde à nous rejoindre et apprendre à entretenir ce verger communautaire, découvrir comment prendre soin des arbres fruitiers et des plantes. Et ça permet aux gens de faire connaissance. Il y a beaucoup de jardins partagés à Londres, mais il faudrait qu'il y en ait des centaines et des milliers. Parce que mettre les mains dans la terre, jardiner, ça donne le sourire et c'est marrant. Les jardins partagés se sont multipliés dans chaque petit recoin de la ville, et même dans l'hypercentre, entre les gares de King's Cross et de Saint-Pancras. Cette ancienne friche a été aménagée en un immense potager pour le plus grand bonheur des enfants du quartier. On va aller récolter des haricots mange-tout. Vous savez ce que c'est? Ça veut dire qu'on peut tout manger, la coque et les pois. Vous allez pouvoir les goûter. Il faut trouver ceux qui ont cette taille-là. Ils sont croquants et sucrés. Ne cueillez pas ceux qui sont trop petits. Est-ce que je peux cueillir celui-là? Non, il faut le laisser grandir. Ici, les petits londoniens peuvent apprendre le fonctionnement d'un potager. Ils découvrent également comment cuisiner les légumes qu'ils ont cueillis. Le problème du quartier de King's Cross, c'est qu'on est en plein centre-ville. Il y a trop peu d'espaces verts. Mais en venant ici, ils peuvent récolter des légumes, on leur apprend comment les cultiver. Et ça leur permet de comprendre le cycle global de la nourriture, de la graine jusqu'à l'assiette. Ils découvrent aussi de nouveaux goûts, et même s'ils n'aiment pas, ça élargit leur horizon culinaire. Vous pouvez ajouter cette fleur, elle est comestible et ça fera joli. C'est chouette de savoir comment le plat a été réalisé. Je peux le mémoriser et je pourrais le refaire ailleurs. Ça me permet de rencontrer de nouvelles copines et ça rend mon repas meilleur parce qu'on l'a préparé ensemble et on le partage ensemble. À Londres, on a compris que les plantes et les fleurs avaient le pouvoir de réunir les gens et d'apporter de la joie. Ursula, elle aussi, en est persuadée. Cette fleuriste engagée a créé une boutique solidaire où les fleurs sont vendues à bas prix pour que tout le monde puisse en profiter. Le concept de ce magasin est de rendre les fleurs accessibles à tous. Certaines personnes ont très peu de moyens et pour eux, les fleurs sont un luxe. Mais ça ne devrait pas être le cas. Pour tous les grands événements de la vie, je peux fournir des fleurs. Donc j'ai fait des bar mitzvahs, des mariages bouddhistes. Il y en a pour toutes les religions et toutes les minorités. Toutes ces fleurs, Ursula les récupère gratuitement. Chaque matin, elle part faire la tournée des supermarchés pour récupérer des bouquets invendus destinés à la poubelle. Il y a un énorme gaspillage, surtout après la fête des mères ou la Saint-Valentin, alors que ces fleurs sont encore bonnes. C'est scandaleux que ces belles fleurs partent à la poubelle alors qu'elles peuvent encore servir à plein de choses.
Bonjour. Oh, bonjour! Oh, merci beaucoup! Et voilà. Elles ont de très jolies couleurs. Elles étaient garanties pour 5 jours, donc elles devraient tenir encore 4 jours au moins. Ursula collecte ainsi jusqu'à 150 bouquets par semaine. Avec ses fleurs, elle organise régulièrement des ateliers d'arrangement floral avec des personnes âgées. On enlève toujours le pétale du bas et on coupe la tige à 45 degrés. Dans ce centre social, elle va leur apprendre à confectionner une boutonnière. Certaines personnes n'avaient jamais manipulé de fleurs avant, donc c'est une expérience nouvelle. Et quand elles sortent avec ces belles couleurs, ça les rend heureuses et elles sont fières de l'avoir réalisé elles-mêmes. C'est très bien de pouvoir réutiliser quelque chose qui aurait dû partir à la poubelle. Et puis, ça ajoute un peu de fantaisie à ma tenue. Les Londoniens l'ont bien compris. Quelques fleurs et un peu de nature peuvent suffire à égayer le quotidien des grandes villes. Voilà, c'est déjà la fin de nos échappées belles. J'espère qu'elles vous auront plu. J'étais très heureuse de pouvoir vous accompagner dans ces nouvelles aventures. Que l'on aille au bout du monde ou au fond d'un jardin, il y a toujours des merveilles à découvrir. Je ne pouvais pas terminer cette magnifique balade bucolique sans vous amener ici dans les jardins de l'Evans Hall. Je me sens un peu entre Alice au pays des merveilles et Édouard aux mains d'argent. Alors figurez-vous que ces jardins ont été conçus au XVIIe siècle par un paysagiste français, Guillaume Beaumont, qui a été formé à Versailles. À l'époque, les perspectives et les formes géométriques des Français plaisaient beaucoup aux Anglais. L'Evans Hall est réputé et très connu pour son art taupière, ce jardin extraordinaire avec ses sculptures végétales, comme toutes celles que vous voyez autour de moi. Je trouvais que c'était vraiment un magnifique tableau pour terminer ces échappées belles. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Si vous voulez revivre ces aventures, vous le savez, vous pouvez vous rendre sur francetv.fr. Je vous embrasse bien fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.